Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre sur ce Facebook Live. Je me présente, je m'appelle Germain Lambert, je travaille au CEFAM et je suis le responsable des relations entreprises, c'est-à-dire que je m'occupe du suivi des étudiants en recherche de stage. Je les suis, ces étudiants, pendant les 2 premières années dans leur professionnalisation. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est partenariat avec des entreprises, nos entreprises partenaires. Ce soir, le thème de ce live, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, comment créer son entreprise. Euh, et on aura deux facettes vraiment. On aura le côté étudiant qui souhaite intégrer les incubateurs et créer leur entreprise. Et on aura aussi une ancienne du CEFAM qui nous a fait le privilège de nous rejoindre ce soir et qui expliquera un petit peu son parcours en tant qu'ancienne du CEFAM et qu'entrepreneur. Donc, tout d'abord, je voulais commencer avec deux céphamiens, deux étudiants, qui sont Paul Voto et Elvin Dilou, qui vont nous rejoindre. Voilà. Bonsoir Paul. Bonsoir Germain, bonsoir à tous. Et Bonsoir, voilà Elvin. Bonsoir Elvin. bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, est-ce que dans un premier temps, Paul, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, en démo, bonjour à tous, je m'appelle Paul Voto, alors ça fait 3 ans que je suis au CEFAM. Je viens de terminer mon stage de 6 mois que j'ai effectué à Dubaï et je viens de rentrer en France. Voilà. Très bien, merci Paul. Elvin? Bonjour à tous, donc moi c'est Elvin. Je suis en troisième année aussi d'études au CEFAM et j'ai mon stage de 6 mois du coup au mois de juin et avec Paul on vient d'intégrer l'incubateur du campus en décembre dernier du coup. Donc, sur notre campus, donc Lyon 9 à côté de Gorgelou, on a en effet deux campus et dans le bâtiment Leclerc, il y a un incubateur qui s'appelle Start HEP, créé depuis 2014 et en fait, c'est un accélérateur de projets pour nos étudiants et aussi, il faut le savoir, pour les anciens du CEFAM. Alors, les étudiants peuvent intégrer l'incubateur pendant 6 mois, renouvelable 2 fois. Pendant cette intégration dans l'incubateur, ils vont pouvoir bénéficier d'ateliers, de workshops et aborder des sujets comme le marketing digital, l'expertise comptable, business model, etc., et être accompagnés par des professionnels pour mener leur projet à bien, à bon terme. Donc, sans plus tarder, Paul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre projet? Oui, bien sûr. Alors avec Elvin, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a maintenant tout juste quelques mois. Alors nous, notre projet, on veut créer une marketplace éco-responsable. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi? Parce que nous, on part d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'offre éco-responsable sur Internet ne convient pas, ne correspond pas à la plus grande majorité des consommateurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il existe des marketplaces éco-responsables, il y en a beaucoup, mais elles font appel à des marques peu connues, très engagées, qui n'ont pas beaucoup de visibilité et du coup, qui n'engagent pas avec elles beaucoup de consommateurs. Nous, là où on veut faire notre différence, où il y a notre élément de différenciation, c'est qu'on veut apporter des marques connues, reconnues sur le marché pour aider les consommateurs à faire un premier pas. Dans l'idée, on veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'être vegan pour consommer éco-responsable. Le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de marques que vous connaissez, si on prend par exemple la branche fashion, prêt-à-porter, des marques comme Zara, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc., etc., et j'en passe. Aujourd'hui, ces marques-là font tous de l'éco-responsable. Mais ça, pas beaucoup de gens le savent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on veut créer une marketplace en mettant d'un côté ces marques-là, connues et reconnues, avec des consommateurs qui aujourd'hui, sans changer leur mode de vie, sans changer leur rythme de vie, peuvent consommer éco-responsable comme avant. Voilà. Donc c'est vraiment notre projet. Ok, très clair, merci Paul. J'en profite juste pour dire à ceux qui nous écoutent ce soir, si vous avez des questions à poser à nos étudiants, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de chat et je les poserai pour vous en live. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin. Parfait. Et du coup, Elvin, si j'ai bien compris, vous venez juste d'intégrer l'incubateur HEP, c'est ça? Voilà, on vient d'intégrer l'incubateur HEP le 15 décembre. On est incubé jusqu'à la mi-juin. Et du coup, voilà, on a un tas de workshops ensemble pour nous aider tout du long à développer notre projet, à le rendre encore plus crédible
envers les investisseurs. On a beaucoup d'objectifs et ça va bien nous aider pour notre projet qui est ambitieux, disons. Le, Oui, le fait est qu'avec Elvin, on avait besoin, on était à un point où voilà, il y avait le concept en fait en nous et il y avait ce stade-là qui nous disait il faut aller plus loin et pour ça, on avait besoin d'un accompagnement. Et c'est vraiment pour ça qu'on a fait la démarche d'aller dans l'incubateur parce que dans l'incubateur, il y a une certaine expertise avec des professionnels qui nous accompagnent chaque semaine dans des workshops avec des thèmes. Alors qu'avec Elvin, on a commencé il y a maintenant 2 semaines. Il y a des thèmes business plan, business model au début, mais il y a aussi tout le côté juridique d'une entreprise, SAS, etc. Donc voilà, c'est très intéressant et comme ça, chaque semaine, on sent qu'on avance et voilà, ça fait vraiment aider un porteur de projet qui est relativement nouveau. Ouais, je pense que c'était bien d'insister sur ce côté-là, en effet. C'est vrai que moi, je suis les étudiants qui arrivent au CFAM, donc en général, ils ont 18-19 ans et ils ont déjà des idées. Certains ont des idées précises, d'autres, ça va se développer un peu plus tard, mais d'être incubé et accompagné sur le côté légal, juridique, et savoir porter son projet auprès de fournisseurs. C'est ça. Je pense qu'être accompagné par des professionnels, ça peut être intéressant. Mm. Lara, tu nous demandes si l'incubateur est ouvert aux anciens du CFAM. Oui, absolument. Il y a deux intégrations par an. Expliquez-nous un peu, Elvin, par exemple, quelle était la procédure pour intégrer l'incubateur? Alors, premièrement, on a dû remplir un dossier qui fait 2 pages. C'est pas quelque chose de très gros, où on nous demande quels sont nos objectifs, quel est notre projet, la vision qu'on a pour l'avenir, le futur de notre projet. À quel moment on a besoin aussi de l'incubateur, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important, parce que il faut qu'il ait quelque chose à nous apporter aussi. On ait quelque chose aussi à apporter à l'incubateur et aux autres projets avec qui on va travailler, parce que parfois on peut partager des idées avec d'autres projets incubés. Donc on a soumis notre dossier. Et ensuite, du coup, on a été sélectionné parmi une quinzaine de projets pour un oral où là, on devait présenter notre projet durant une quinzaine de minutes, avec autant quinzaine de minutes de questions, avec un business plan, disons, moyennement élaboré, avec un plan financier pour voir là où nous, on veut aller personnellement avec notre projet. Et voilà, et ensuite, du coup, soit c'est positif, soit c'est négatif. Nous, on a eu un second rendez-vous pour approfondir parce qu'ils avaient encore d'autres questions supplémentaires dont ils n'avaient pas les réponses. Du coup, après notre deuxième rendez-vous, on a été incubé. Voilà, ça a été le processus. Ça a duré, c'était sur 1 mois et demi environ. D'accord. Et juste pour préciser, donc pour nos étudiants et pour nos anciens, il y a aussi un accompagnement qui se fait en amont de la sélection où je peux vous assister, vous aider, donner des conseils. Et nos professeurs aussi sont là aussi pour vous aider à principalement penser au business plan, à l'aspect financier. Certains professeurs peuvent vous aider. En parlant du CFAM et de nos professeurs, est-ce qu'il y a un moment dans votre scolarité au CFAM qui vous a donné le déclic pour créer votre entreprise? Est-ce qu'il y a des cours en particulier ou des professeurs qui vous ont permis de passer le pas? Je vais aller. Moi, l'idée globale déjà de ce projet-là vient du cours qu'on a eu avec Paul de sciences environnementales. Donc ça a été vraiment un cours où le professeur était vraiment très orienté vers l'environnement et il nous demandait de lui apporter notre vision business à son savoir qu'il avait déjà avec les bases scientifiques de son parcours d'études. Donc on a vraiment mêlé les cours qu'on avait de finance, de compta, etc. au savoir scientifique du professeur. Et on a compris ensemble, Paul et moi, que c'était important aussi d'avoir une éthique, disons, une éthique environnementale dans le business, et encore plus si c'était possible de lier les avantages du business et profiter de la vague un petit peu éco-responsable, etc., qui était en place, qui s'est renforcée avec le Covid d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est vrai, je ne sais pas si Paul, tu veux rebondir là-dessus. L'arrivée du Covid a peut-être dû changer vos plans. Est-ce que vous, ça a été porteur, ça a porté votre projet ou du coup, ça a été un frein? Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur la question d'avant, je voulais juste rajouter quelque chose, Germain. Nous aussi, ce qui nous a motivés,
c'est qu'on a eu l'opportunité avec Elvin de parler avec beaucoup de professeurs, notamment notre professeur de finance, Chris, qui nous a beaucoup aidé à monter un plan financier sur 3 ans, à présenter à l'incubateur. Donc c'est aussi cet environnement où la relation professeur-élève et c'est une relation assez proche. Donc on a pu s'ouvrir et parler aux professeurs et ils nous ont beaucoup aidé dans le commencement du projet. Donc voilà, c'est surtout ça aussi, l'accompagnement élève-professeur qui est vraiment fort. Ok. Et concernant le Covid, donc, est-ce que ça a changé un peu nos plans? Et ben en fait, ça nous a impacté indirectement de manière assez positive. Pourquoi? Parce que, premièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu cette crise des masques au début du premier confinement où on était dépendant de la Chine et où beaucoup de Français se sont rendus compte qu'au final, il fallait relocaliser et avoir une indépendance, si je puis dire, et ne pas dépendre des autres. Donc les mentalités ont beaucoup changé. Le Covid a fait changer beaucoup de mentalités. Et donc ça, c'est vraiment formateur pour nous et positif. Et puis, si on veut aller plus loin, on va peut-être rentrer dans un 3e confinement, on ne sait pas. Mais lors de ces confinements, parfois, on n'a pas le droit d'aller acheter tout simplement des vêtements ou des produits de beauté dans les boutiques. Et les gens, du coup, s'ils ne peuvent pas aller en physique dans les boutiques, ils vont tous se retrouver sur Internet. Donc, il y a une certaine aussi explosion du e-commerce qui nous touche positivement, encore une fois, indirectement. Adaptabilité, réactivité, deux compétences importantes pour deux jeunes entrepreneurs. Écoutez, je vous remercie. Restez en ligne s'il y a d'autres questions, je reviendrai vers vous plus tard. On va passer à une entrepreneur qui est un peu plus âgée que vous, une ancienne du CFAM, Cécile Gallo-Selva, que je vais laisser se présenter. Vous parliez, donc Elvin nous parlait d'éco-responsabilité, il a prononcé le mot éthique, et justement Cécile est dirigeante et fondatrice de son entreprise Éthique. Merci Cécile d'être parmi nous ce soir. Donc, je disais une ancienne du CFAM, 1995, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour nous? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ravie de vous rejoindre. En effet, ça fait un bail que j'ai fait mes études. J'ai fait un bachelor donc à Old Dominion University dans le cadre du CFAM. Et puis, après moultes expériences professionnelles dans différents pays, notamment en Angleterre, j'ai créé ma boîte Éthique foncièrement responsable il y a 10 ans aujourd'hui. Et donc, d'ailleurs, un des bâtiments d'Éthique, Éthique, on fait des espaces de travail pour les associations. Un des bâtiments, c'est l'ancien bâtiment du CFAM où j'avais étudié, donc au 107 rue de Marseille. C'est ça. Marseille. Eh bien, disons que de chemin parcouru depuis. Donc, en 2 mots, alors, Éthique, en quoi ça consiste? Éthique, on crée des espaces de travail pour les associations. En général, on va travailler avec des groupes d'associations qui ont des besoins de bureaux, commerces, salles de réunion assez particuliers, qui recherchent des lieux qui sont vraiment cohérents avec leurs valeurs, donc des bâtiments éco-conçus, éco-gérés. Et donc, on va essayer de trouver ces bâtiments. Je lève ensuite des fonds en financement participatif auprès de fonds à impact pour financer l'achat et la rénovation du bâtiment. Et ensuite, mes équipes suivent la rénovation environnementale du bâtiment. Et une fois qu'on a ouvert le bâtiment, on le gère et on l'anime. Donc, un bâtiment, généralement, c'est un bâtiment qui va faire entre 2000 et 7000 mètres carrés, avec en rez-de-chaussée toutes les activités commerciales. Donc, par exemple, à EVA, l'ancien CFAM, il y a une boulangerie-pâtisserie, il y a une maternelle. Il y a des salles événementielles et puis dans les étages, il y a des bureaux privatifs, des bureaux en coworking, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est toutes les activités professionnelles, donc pas du logement, mais tout ce qui est bureau, commerce, artisanat. Et c'est vraiment axé sur l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire. Et tout est financé par des fonds à impact. D'accord. Il y a une dizaine de centres aujourd'hui en France. Voilà, c'est pas que sur Lyon. Non. Bon, très bien, merci. Et, du coup, donc, si on parle un peu du parcours depuis ta graduation du CFAM et de Old Dominion en 1995, donc il y a eu un petit peu de voyage en Angleterre. À quel moment tu as eu le déclic où tu t'es dit, voilà, moi je veux créer quelque chose, je veux être entrepreneur, je veux que ce soit mon business? Comment ça s'est fait?
C'est vrai que pendant mes études, notamment en CFAM, quand on faisait certaines études de cas, je me rendais compte que j'avais quand même des besoins, des envies d'entreprendre. Ça m'a poursuivi régulièrement, mais j'ai jamais trop osé avant de me lancer il y a 10 ans. Je pense que j'avais besoin de confiance en moi. J'étais pas entourée dans mon milieu personnel par des chefs d'entreprise. Donc c'était un milieu qui m'était totalement étranger. Et donc, pour me lancer, je pense que j'ai peut-être trop attendu, mais en tout cas, j'ai attendu d'avoir acquis un certain nombre d'années d'expérience. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est que dès qu'on en a l'envie, je pense que c'est bien de se lancer. Après, il ne faut pas passer à côté l'opportunité de se former, travailler dans des boîtes. Toute opportunité et toute expérience servira de toute façon dans l'entrepreneuriat. Très bien, merci. Et c'est vrai, ça me fait penser, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent au CFA, mais qui ont déjà une envie d'entreprendre, de créer quelque chose. Et en général, ce qu'ils se disent, c'est, quand j'échange avec eux, c'est voilà, je veux créer ma propre entreprise, je veux être mon propre boss. Parfois, ça peut être suite à une mauvaise expérience de stage, où ils se disent, voilà, ça s'est mal passé, ou j'ai pas aimé, en fait, et je veux être mon propre boss. Et il y a un peu ce fantasme de l'entreprise où on va être un peu libre, parce que on est notre propre boss, c'est la phrase qui ressort. Est-ce que toi, comment tu perçois ça? Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Alors, c'est une réalité, mais quel boss sommes-nous pour nous-mêmes? Ça, c'est la question. Personnellement, j'ai un boss extrêmement exigeant en ma propre personne, ce qui me crée énormément de... C'est-à-dire, c'est des longues heures de travail parce que j'aime le travail bien fait, donc voilà, je me mets toujours la pression. Donc voilà, je pense que si quelqu'un fait ça juste pour faire ce qu'il a envie et que ce qu'il a envie, c'est un modèle économique facile à vendre, etc., super, c'est la belle vie. Mais je pense que j'ai encore pas rencontré de gens comme ça. Je pense qu'entreprendre, ça demande énormément de travail, ça demande peut-être une petite dose de talent et une grosse dose de travail. Et en ce qui me concerne, certes, je suis libre de beaucoup de choses, mais outre toutes les règles juridiques de l'environnement, les gens qui sont nos patrons, finalement, outre nous-mêmes, c'est nos clients, nos financeurs et parfois même nos salariés. Donc, je pense que il faut se lancer quand on a une passion pour un produit, pour une idée. Si on est révolté à propos de quelque chose et qu'on veut changer la donne, il faut vraiment avoir un déclic. Une envie d'entreprendre, c'est entreprendre aussi dans sa vie. Donc, il faut tester le fait aussi d'être entrepreneur de sa vie. C'est-à-dire, si on va de l'avant, qu'on assume nos responsabilités, qu'on avance dans la vie, voilà, c'est déjà une façon d'être qui est une façon d'être entrepreneur. Mais pour lancer sa boîte, il faut vraiment avoir une super idée et être passionné par ça. Sinon, si c'est uniquement une recherche d'éventuelle liberté, je pense qu'il faut oublier. Faut oublier. Donc la passion, voilà, la passion reste le critère numéro un. Sans passion, c'est difficile d'en vivre et de créer un produit ou un service intéressant. Oui, parce que tous les entrepreneurs que je rencontre se donnent à fond dans leur boulot. Moi, je vis ma boîte tout le temps. Pendant les vacances, je vais rencontrer des investisseurs. Je fais pas exprès, c'est juste que c'est là tout le temps. Donc, comme ça prend beaucoup de place dans ma vie, si c'est une passion, c'est génial. Oui, ça devient plus un travail entre guillemets, quoi. Voilà. Et, mais ça n'enlève pas les contraintes. Au contraire, il faut avoir les épaules solides, il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions et de prendre énormément de responsabilités pour soi et pour les autres. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, où c'est important d'être encadré, d'être aidé. C'est bien d'avoir une idée, mais ça ne suffit pas. Du coup, durant tes années au CFAM, est-ce que tu as pu puiser dans certaines choses que tu as pu voir, apprendre, entendre, échanger avec des étudiants ou des professeurs qui t'ont servi plus tard à créer cette entreprise? Oui, alors l'avantage des études supérieures,
c'est que surtout au CFAM, on voit un petit peu toutes les fonctions des entreprises. Donc, dans chaque cours, on peut ça permet, en fait, quand on crée une entreprise, on pense à toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, même si on peut aimer, par exemple, moi, j'avais pris une spécialisation en marketing et management stratégique. Donc, j'étais plus partie sur ces notions-là. Après, j'ai pas oublié que j'avais mes cours de finance, mes cours de compta, de stats, d'économie, etc. Et ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, heureusement que j'ai en tête toute cette ouverture sur le monde de l'entreprise et tous les enjeux de l'entreprise, parce que quand je crée ma boîte ou que je m'entoure, que je recrute des gens ou que je sous-traite des choses, il faut bien que j'ai une vision très holistique finalement de l'entreprise en général, où est-ce qu'elle se situe dans son environnement. Et tous les cours qui me paraissaient tellement théoriques de macro ou de microéconomie par exemple, ils permettent de penser, à chaque fois qu'on prend des décisions, ça donne quand même un recul et des bases sur lesquelles se baser, quoi. Donc après, je sais que j'étais vraiment pas bonne en compta et en finance, en cours. Mais là, dès que j'ai créé ma boîte, une fois que j'ai compris vraiment le but de ces cours-là, voilà, je fais des tableaux financiers quasiment tous les jours, quoi. Voilà, c'est important d'avoir ce recul-là, mais des fois, en tant qu'étudiant, c'est pas évident. Juste pour revenir à ce que tu disais, en termes de spécialisation, c'est vrai que le CFAM, c'est 3 ans sur le campus lyonnais, 1 année aux États-Unis. Et là-bas, vous pouvez vous spécialiser. Donc, ça peut être les ressources humaines, le marketing, la finance, la compta. Et on a aussi une spécialisation entrepreneuriat. Donc, ça peut vraiment, au bout de 4 ans d'études, finaliser un peu tout cet encadrement dont tu parlais pour se lancer. En parlant de se lancer, on a un autre ancien du CFAM qui nous rejoint ce soir, c'est Gary Ogel, qui est aussi ce que j'appelle un serial entrepreneur. Je crois qu'il vient juste de nous rejoindre. Merci Cécile, reste en ligne. Si vous avez des questions pour Cécile, n'hésitez pas. Et voilà Gary qui vient juste de nous rejoindre. Bonsoir Gary. Voilà. Salut Germain. Voilà. Il y a juste un tout petit décalage dans le son, je vais parler doucement. Alors Gary, comme je disais, ancien du CFAM, diplômé en 2011 du CFAM et de l'université américaine de Rider. Qu'as-tu fait depuis le CFAM, en 2 mots? Alors, en 2 mots, après le CFAM, j'ai fait un master de spécialisation en achat et logistique internationale. Et après, j'ai créé 3 sociétés depuis 10 ans bientôt, voilà. Donc ça. C'est pour ça que je parlais de statut de serial entrepreneur. On se connaît un peu, Gary, on a pas mal échangé et tu as des idées. Voilà, Cécile parlait d'avoir la passion. Et c'est vrai que tu représentes bien ça. Tu devrais être passionné, motivé. Je pense que tu peux rebondir sur ça par rapport à ce que disait Cécile. Oui, bah effectivement. Bon, après, il le faut être passionné parce qu'après une année un peu compliquée comme 2020, parce que dans les activités que j'ai, on est frappé de plein fouet en 2020 parce qu'on est mi-chemin entre le commerce et l'événementiel. Donc 2020 a été très compliqué pour nous. Donc il faut rester motivé, il faut être capable de se remettre en question, il faut être capable aussi d'être patient. En fait, parfois, et ça ne sert à rien de absolument communiquer ou faire absolument des choses pour se donner bonne conscience. Il faut parfois dire, ben voilà, les choses ne peuvent pas se faire et c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Alors c'est pas très proactif de dire ça, mais il y a des fois où il faut être patient et c'est là où il faut un petit peu de mental. Voilà, surtout pour une année comme on vient de passer et qui commence aussi avec ses difficultés aussi. Donc en 2 mots, ton entreprise, Vaubecourt, donc tu es installé sur Lyon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais pour… Alors, Vaubecourt, nous, quand je dis nous, je suis tout seul, mais c'est pour éviter de faire le jeu. Vaubecourt, on confectionne des costumes et des chemises sur mesure depuis 10 ans. On fêtera nos 10 ans le 11 mars prochain. L'idée, elle était de démocratiser le sur-mesure. On a donc essayé de trouver des méthodes, de trouver des process et des façons de faire qui permettent de démocratiser le sur-mesure. Donc, il y a 10 ans,
le sur-mesure était encore dans l'échelle des consommateurs un produit très très haut de gamme et donc plutôt inaccessible. Hein. Les gens n'allaient même pas voir éventuellement de se faire un costume sur mesure. Ils pensaient que c'était déjà trop cher pour eux. Donc, on a voulu casser un petit peu cette image-là. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, je pense qu'on a réussi, et ça se démocratise de plus en plus. Hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus de franchises et d'entreprises comme la mienne qui se sont créées, on va dire, les 2 ou 3 dernières années. Et on commence à développer la franchise Vopco. On a déjà un showroom à Clermont-Ferrand, on a un showroom à Annecy, et à Lyon, c'est la maison mère, c'est celui dont je m'occupe. Voilà. Super, très clair, je te remercie. Je voulais faire la passerelle avec ce que disait Cécile aussi. Elle disait, donc, il y avait certains cours au CEFAM, comme la microéconomie, la macroéconomie, la comptabilité. À l'époque, elle ne s'est peut-être pas forcément rendu compte de l'importance que ça avait pour créer son entreprise. Est-ce que toi, tu as le même ressenti et tu te dis maintenant, voilà, si j'avais su, tu es un peu plus attentif dans ce cours? Ah, alors moi j'ai bien aimé, j'ai toujours aimé la macro et la micro avec Eric, donc il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Au contraire, ça fait partie il y avait une vraie théorie. On est quand même aujourd'hui dans l'offre et la demande, c'est toujours le même rituel. Les théories restent les mêmes. Après, les applications peuvent diverger selon la période dans laquelle on est. Mais non, c'était des cours qui nous ont vraiment permis d'avoir une vision globale. Et effectivement, après, vous savez, c'est comme quand on veut apprendre un instrument de musique, il faut avoir quand même quelques prédispositions pour après être soit talentueux ou savoir simplement jouer correctement de l'instrument. Donc, c'est là-dessus où si la micro ou la macro déjà vous intéresse de base, avec des professeurs comme Eric, ça vous permet aussi d'aller au-delà et c'est là où c'est intéressant. Après, dans les cours qui nous ont éventuellement, enfin, moi, dans mon secteur à moi, ceux qui m'ont le plus marqué, parce que j'ai fait un major en entrepreneurship et management leadership au CEFAM et notamment aussi à Ryder. Et c'est les cours d'entrepreneurship et de management leadership qui ont été pour moi essentiels, ne serait-ce que des quelques clés à se poser. On ne se pose pas du tout les mêmes questions outre-Atlantique quand on veut créer une entreprise que ce qu'on se pose en France, enfin du moins en Europe. Donc c'est des process différents. Je trouve que le système anglo-saxon est bien plus terre à terre quand on veut créer quelque chose et qui n'enlève pas pour autant de la prise d'initiative ou de la folie un petit peu, parce que c'est entreprendre parfois, c'est croire en un projet où personne ne croit, hein, parce que généralement en 15 ans d'expérience et en 10 ans de chef d'entreprise, c'est souvent les entreprises où on m'a dit c'est une super idée, et c'est souvent celle-ci qui ne marche pas, ou du moins ne marche pas avec les attentes espérées, et c'est souvent celle où on vous a dit mais te lance pas là-dedans, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Vopcourt, où les gens disaient c'est impossible de démocratiser le sur-mesure, c'est pas possible de le rendre au prix du prêt-à-porter. Et en fait, c'est quand on vous dit que c'est pas possible que vous avez peut-être trouvé une pépite, en fait. Parce que si vous arrivez à le rendre possible, vous avez gagné votre valeur ajoutée et votre avantage compétitif. Ouais, du coup, vous êtes le seul sur le marché avec un beau produit. Il nous reste Après, c'est pareil, hein, il faut y croire, et voilà. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est être un petit peu fou aussi, voilà. J'imagine, ça a plutôt réussi pour certains. Il nous reste une petite minute de live. Peut-être pour conclure, voilà, avec ton recul et ton expérience dans la création d'entreprise, si tu avais 2 ou 3 conseils à donner aux futurs étudiants, aux futurs entrepreneurs, quels seraient ces conseils? Alors, le conseil, en fait, souvent, on me pose la question parce que au sein de Vopcourt, on est dans un showroom privé, donc il y a beaucoup de discussions qui se font avec nos clients, et on parle de tout, et de politique ou éventuellement de leur futur projet. Enfin, c'est une ambiance qui permet de délier la parole. Et moi, quand il y a des personnes qui me disent, moi aussi, ça me plairait bien d'entreprendre, et moi, je dis la première question à se poser, avant même d'avoir l'idée, parce que ne vous grattez pas trop la tête à trouver l'idée ou le mouton à 5 pattes. Parfois, il suffit de reprendre des choses de la vie courante. Et je dis, le premier conseil, c'est de trouver un avantage compétitif par rapport à ce qui existe déjà.
Je dis une bêtise, quand je me suis lancé dans le sur-mesure, mes confrères vendaient des costumes à 1 000 €, vendaient ça en boutique. Voilà. Alors, comment on fait pour dire, tiens, quel serait l'avantage compétitif? On reçoit nos clients de façon un petit peu plus privative, en showroom privé, de façon beaucoup plus personnalisée. Donc ça, c'est un avantage compétitif par rapport à ce qui se fait déjà. Et après, vous pouvez aussi avoir un avantage compétitif sur le prix, ce qui était le cas sur nous. C'est-à-dire qu'on était presque 30 à 40% moins cher que nos confrères. Donc, selon votre idée, vous pouvez avoir ou vendre le même produit que votre copain d'à côté, mais il faudra que le client qui vous posera la question, qu'est-ce qui fait que j'achète chez vous et pas chez l'autre? C'est l'avantage compétitif. Ça, c'est le premier conseil. Mais le deuxième conseil, avant même de faire vos business plans, si vous voulez ouvrir un salon de thé ou si vous voulez faire une pizzeria ou quoi, la première question que moi je me pose à chaque fois, c'est combien je veux gagner par mois? Alors, c'est une question qui est parfois un peu tabou en France de combien on veut gagner. Alors, peu importe ce que vous voulez gagner, hein, ça peut être 1 500, 2 000, 10 000, 1 million d'euros par mois, voilà, on peut rêver. Mais c'est en se fixant cet objectif-là que vous pouvez après déterminer aussi votre business model en sachant que, ben voilà, j'ai une bêtise, si demain je veux vendre des pains au chocolat et je veux gagner 10 000 € par mois, il va falloir mettre des choses en place et vendre. Je ne sais pas, peut-être si je veux vendre 10 000 €, si je veux gagner 10 000 € par mois avec une marge de 80%, il va falloir que je vende 18 000 € de pain au chocolat à 1 € le pain au chocolat. Il va falloir faire 18 000 pains au chocolat. Donc, c'est de savoir simplement si en 4 semaines, on arrive à écouler 18 000 € de 18 000 pièces de pain au chocolat et si on arrivera à les fabriquer. Voilà. Parce qu'il y a des clients ou des personnes, des amis qui font le chemin inverse, qui disent bah, j'ai envie de créer des pains au chocolat, vont plutôt parler de la recette ou du concept de la boutique et de la vitrine dans laquelle on va présenter le pain au chocolat. Et finalement, par l'effet boule de neige, on arrivera à gagner notre vie plus tard. Parfois, vous pouvez gagner du temps en regardant exactement et surtout, ça vous évite d'être déçu parce qu'il y a des gens qui se retrouvent avec 2 ou 3 ans d'années d'expérience d'entrepreneuriat qui n'arrivent pas à obtenir le train de vie qu'ils souhaitent par rapport au travail qu'ils ont mis en face. Et c'est là où on peut décevoir de l'entrepreneuriat et c'est dommage. Toujours des conseils très pragmatiques, très pratico-pratiques. Ah, c'est pratico-pratique. Alors, tous nos auditeurs, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez l'adresse de Mathieu en bas dans le chat, mathieu.montero@cfam.fr. Je voulais vraiment remercier Paul et Elvin, 2 étudiants du CFAM qui nous ont rejoints pour nous parler de l'incubateur. Et je voulais dire vraiment merci beaucoup à Cécile et à Gary, 2 anciens du CFAM, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour parler de l'entrepreneuriat avec nous ce soir. Donc, merci encore à vous 4. Et je souhaite une très bonne soirée et une bonne année à tout le monde. Bonsoir. Merci à toi, Germain, et merci pour l'organisation de ce live chat. Et quand tu veux, si on pourra en refaire, c'est avec grand plaisir que j'aime partager ma passion. Merci, Gary, et ça se sent. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À vous, les studios.